La famille est le socle de toute société. Ce dicton est encore plus vrai dans certaines sociétés précoloniales africaines, notamment la société Bamoun. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorerons les différentes facettes de la vie d'un couple Bamoun avant la colonisation. Quelle était la place de la femme et de l'homme dans le couple? Comment fonctionnaient les couples polygamiques? Et quelles étaient les obligations des époux l'un envers l'autre? Restez bien connectés car vous aurez les réponses à ces questions dans quelques instants. C'est parti! En pays Bamoun, la future épouse suit un rituel de préparation avant son départ pour son nouveau foyer. On la lave et une mixture composée d'huile, de sel et de feuilles est frottée sur sa poitrine. Cette mixture contient évidemment des propriétés capables de la rendre féconde. C'est bredouille qu'elle arrive chez son mari. Rares sont celles qui emportent des aliments dans leur nouveau foyer. Les princesses par contre partent en mariage avec un ensemble de vivres. C'est au mari qu'incombe la tâche de fournir un toit à la femme. Pour la recevoir, il construit une maison et se procure la vaisselle et les meubles dont sa femme aura besoin. Une semaine après avoir gagné son foyer, la jeune femme s'enfuit chez ses parents. Cet abandon de foyer fait partie des nombreux usages Bamoun. Ce départ est purement symbolique car l'épouse revient généralement avec une aide appelée faoud. Le rôle de la faoud est d'assister le couple pendant quelques semaines. Elle s'occupe des tâches ménagères et de la préparation des repas. Un mois plus tard, la jeune épouse sort de la maison et s'est munie du nouveau cache-sexe offert par son mari qu'elle se rend au marché faire des achats. Une fois qu'elle est installée dans son foyer, le père de son mari lui remet une houe et lui montre le champ qu'elle doit cultiver. Les femmes Bamoun sont pour la majorité des agricultrices, à moins d'avoir à leur disposition une main-d'œuvre qui les dispense en partie ou en totalité des travaux agricoles. Sur le plan économique, le rôle de la femme était clair et aucune place n'était laissée à l'ambiguïté. Avant que la jeune épouse ne quitte la maison de ses parents pour son nouveau foyer, le mari faisait remettre à la mère de son épouse une houe et une hache qui symbolisaient le rôle de sa femme dans le foyer. Une fois mariées, les femmes, si elles vivent loin de leur village d'origine, reviennent de temps en temps au bercail pour rendre visite à leurs frères lors des naissances, des mariages et même des deuils. Les hommes, quant à eux, vivent séparés de leur famille d'origine. Ils demeurent toutefois dans leur village, à moins que des circonstances exceptionnelles exigent une migration vers un autre village. Ainsi, afin d'effectuer les travaux champêtres, les fils peuvent donner un coup de main à leur mère si elle est toute seule. La vie domestique d'un foyer Bamoun est régie par certaines règles. En effet, le mari et la femme occupent des maisons séparées. De plus, les repas ne sont pas partagés entre les époux, mais plutôt pris séparément. L'un des rôles majeurs de la femme est l'entretien de l'habitation. D'ailleurs, celle-ci se doit d'être propre, docile et travailleuse. Si le mari ne s'adresse pas à sa femme en l'appelant soit par son nom, soit par un sobriquet attribué après le mariage, il utilise le terme Bia qui signifie en langue Bamoun ma femme, tandis que la femme emploie le terme Mira qui veut dire mon mari, ou elle utilise tout simplement le titre du mari quand elle s'adresse à lui. Selon le titre du mari, elle peut l'appeler Ganzu, Tita, Unji. Un Ganzu est un titre qui désigne celui qui possède un village. C'est aussi un titre qui désigne le maître du territoire d'un lignage. Un Ganzu est bien sûr un Nji. Un Nji est un chef de lignage. Les Nji occupent des fonctions variées au sein de la société. J'envisage de faire un épisode sur les chefs de lignage et leurs fonctions. Faites-moi savoir dans les commentaires si un tel sujet vous intéresserait. Un
Un Tita est quant à lui celui qui a l'autorité sur les chefs de famille d'un lignage et par ricochet sur les membres de la famille d'un lignage. Le titre Tita peut être employé dans d'autres contextes, mais vu que le thème de l'épisode d'aujourd'hui n'est pas sur la parenté, je m'arrête là. Dans le cas où les familles sont polygynes, il est important de distinguer les différentes épouses. Par conséquent, un mari s'adresse généralement à ses épouses en employant l'expression « la mère de » plus le nom de l'enfant dont la mère est la génitrice. Par exemple, si l'enfant se nomme Njoya, le mari appellera la mère de Njoya en employant l'expression « la mère de Njoya ». Sur le plan intime, la femme ne partage la couche de son mari que quand celui-ci l'appelle auprès de lui. D'ailleurs, celle-ci n'est pas supposée manifester son désir sexuel à l'homme. Toutefois, lors des rapports sexuels, elle peut exprimer son plaisir. Et si elle n'en a pas, on dit d'elle qu'elle est comme de l'eau. Eh oui, comme de l'eau. Les amis, ne me demandez pas pourquoi cette comparaison a de l'eau. J'ai eu beau chercher quel est le rapport entre l'absence de plaisir sexuel et de l'eau, je n'ai pas trouvé. Est-ce que cette comparaison était faite car l'eau dans son état liquide, telle une étendue d'eau, par exemple, renvoie à la tranquillité, l'immobilisme, le calme plat et donc l'ennui, par opposition à un état qui traduit la fougue, l'exubérance, l'excitation, la volupté. Bon, j'arrête de spéculer, avançons. S'il est découvert, l'adultère de la femme mariée est condamné avec véhémence. C'est d'ailleurs le roi lui-même et non un chef de lignage qui s'attelle à rendre justice en cas d'infidélité commise par une femme mariée. Il fait exécuter chaque épouse accusée d'infidélité. Malheur à celle dont les pieds du mari gonflent, car le gonflement des pieds d'un homme est perçu comme un signe de tromperie. L'infidélité masculine, quant à elle, est permise. Un mari peut avoir des relations sexuelles extérieures à son foyer avec des femmes célibataires. Toutefois, le désordre sexuel est prohibé. Et par désordre sexuel, je veux dire ici que deux maris ne peuvent échanger leurs épouses au risque d'être punis de mort. Les chefs de lignage peuvent même se voir démis de leurs fonctions si l'anarchie règne dans leur famille. La fréquence des rapports sexuels au sein du couple est réglementée. En effet, il y a des périodes au cours desquelles un homme et une femme doivent interrompre tout rapprochement sexuel. Avant les départs en guerre et les séances de chasse, la veille du jour où le métal est coulé, pendant les menstruations et entre la naissance et le sevrage des enfants. Avant les départs en guerre et les séances de chasse, les hommes prennent un médicament appelé FU, dont le rôle est de les stimuler et de les protéger sur le champ de bataille. L'abstinence est censée leur procurer la force pour vaincre l'ennemi. La veille du jour où le métal est coulé, certains artisans tels que les fondeurs de laiton ne touchent pas leurs femmes, de peur de perdre l'habilité nécessaire pour effectuer leur travail. Pendant les menstruations et entre la naissance et le sevrage des enfants, les femmes n'ont pas de relations sexuelles avec leur mari. Le mariage n'étant pas un long fleuve tranquille, les tensions entre les époux peuvent pointer leur nez. Le mari a alors le droit de gronder son épouse, la battre et la vendre si elle est d'origine servile. Si elle a un statut noble, il se contente de la renvoyer dans sa famille d'origine. Vous imaginez bien que certaines épouses ne se laissent pas faire et à tort ou à raison, elles déversent une série de malédictions à l'endroit de leur cher et tendre époux. Ainsi, pour se protéger des malédictions proférées à leur égard, les maris versent de l'eau sur les pieds de leur femme en prononçant une formule conjuratoire. Si une femme est victime de violences conjugales, elle a le droit de fuir son foyer ou se réfugier chez ses parents. La dynamique de couple au sein des foyers polygynes est différente de celle des foyers monogamiques. Dans un foyer polygyne, on constate une hiérarchisation des rapports entre les différentes épouses. Les jeunes filles prépubères qui sont envoyées en mariage chez leur mari sont soumises à l'autorité d'une ancienne épouse appelée en langue bamoun Mamoua. Même une princesse donnée en mariage à un grand serviteur n'échappe pas à l'autorité d'une ancienne épouse. Dès l'apparition de leur première menstruation ou la naissance d'un enfant, ces jeunes filles quittent la demeure de l'ancienne épouse pour leur propre maison. L'entraide est présente dans le quotidien des épouses. Elles se prêtent des
bijoux, s'échangent des vivres et des fois gardent les enfants des unes et des autres. La première femme régente de la vie du foyer, son mari l'approvisionne en denrées alimentaires et c'est avec lui qu'elle établit l'ordre dans lequel les femmes doivent préparer les repas et partager sa couche. Elle transmet les instructions du mari aux épouses et si le mari souhaite directement s'entretenir avec une épouse, elle se doit d'être présente. Chaque nouvelle épouse s'adresse aux anciennes épouses avec respect en employant le titre de na, tandis que les anciennes épouses appellent simplement la nouvelle par son nom. Vu que l'on parle de polygamie, j'aime particulièrement une affaire qui a eu lieu dans le lignage d'un chef appelé Ji Fifin. Excusez-moi les amis pour la prononciation. Je vais vous raconter cette histoire car elle démontre les problèmes qui existaient dans certains foyers Bamoun. Des problèmes engendrés par la jalousie bien sûr. Dans le lignage de Ji Fifin, il y avait un chef de famille du nom de Zankuo qui avait pris une nouvelle femme. Celui-ci était déjà marié à une autre femme appelée Ngambe. Un jour, ou devrais-je dire une nuit, alors que Zankuo partage sa couche avec sa nouvelle épouse, Ngambe, que la jalousie ne laisse pas tranquille, décide d'aller déféquer, ah oui les gars, déféquer devant la porte de sa coépouse. Après avoir commis son forfait, elle attend patiemment le lever du jour pour alerter les voisins et son mari afin de montrer son forfait et accuser la nouvelle épouse de malpropreté. Je vous ai expliqué plus tôt que la femme Bamoun se devait d'être propre, n'est-ce pas? L'intérieur de chaque maison Bamoun était réputé pour sa propreté impressionnante. Ah oui, hein? Par conséquent, retrouver des matières fécales devant la porte d'une femme relevait du scandale. La nouvelle épouse était complètement confuse et honteuse, à tel point qu'elle prit la poudre d'escampette. Ngambe avait donc réussi son coup et avait son mari pour elle toute seule. Sauf que cette dernière a la langue trop pendue. Elle était tellement fière de sa supercherie qu'elle n'a pas pu s'empêcher de s'en vanter plus tard auprès d'autres femmes du village. Et vous savez, les nouvelles vont vite, surtout quand elles sont croustillantes. Donc dès que le mari de Ngambe a appris la supercherie, le gars n'a pas trop réfléchi. Il a simplement vendu. Oui, vendu. Et puisqu'on parle de vente, je crois que c'est une belle transition vers le prochain point que je souhaite aborder, à savoir à quoi ressemblait la vie de couple dans un foyer Bamoun précolonial du point de vue économique. L'homme Bamoun peut occuper différentes fonctions au sein de la communauté. Dans un patrilignage, il est habituel de trouver des cultivateurs, des chasseurs, des artisans, des commerçants, un devin, des serviteurs du palais et autres. Comme je l'ai déjà évoqué, la femme Bamoun, quant à elle, partage son temps entre la gestion du foyer et les travaux champêtres. Si la femme et le mari sont tous les deux des cultivateurs, ils peuvent s'entraîner bien qu'ils exploitent des terres différentes. Ensemble, ils ensemencent les terrains, mettent le feu aux brousses et nettoient les champs. En plus de l'aide de son époux, l'épouse reçoit le soutien d'une main-d'œuvre. Ça pourrait être une sœur cadette qui lui donne un coup de main et bien plus tard, ses propres enfants quand ils seront plus grands. Dans le cas où le foyer est polygyne, l'épouse est assistée par de plus jeunes épouses non pubères installées chez elle. La dépendance économique des membres d'un patrilignage est très frappante. En effet, les femmes qui cultivent les terres qu'elles ont reçues soit de leur mari, soit de leur beau-père, ne peuvent pas accorder le droit d'exploitation de ces terres à une étrangère. Il arrive que les femmes élèvent de la volaille, des chèvres, tissent et confectionnent des objets en vannerie. Les produits de leur activité ne peuvent être vendus que si elles reçoivent la permission de leur époux. Le mari, quant à lui, doit recevoir l'accord de son épouse afin de disposer des biens de cette dernière et du fruit de son labeur. Il est important de souligner la dépendance financière de certaines épouses dans la mesure où, si elles n'étaient pas de sang royal, elles entraient dans le mariage avec aucun bien. Par conséquent, leurs revenus ne pouvaient provenir que de l'exploitation des terres et de l'argent fourni par leur mari. À la mort de l'épouse, le mari hérite de ses biens. Si ce dernier le souhaite, il peut donner quelques vêtements et parures à l'enfant que la femme aura
désigné comme son successeur. Les filles du roi, de par leur proximité avec le souverain, portaient le titre de Nji. De ce fait, il leur était accordé un patrimoine bien distinct de celui de leur mari, patrimoine qu'elles transmettent à leurs successeurs. Les récoltes conservées par l'épouse servent à nourrir toute la famille ainsi que les visiteurs. L'homme ajoute aux réserves de l'épouse des vivres qu'il a lui-même cultivés avec l'aide de ses serviteurs ou bien qu'il a tout simplement achetés au marché. Hommes comme femmes participent à des tontines appelées mba. Les femmes le font généralement par l'intermédiaire de leur mari. Les fonds reçus au sein de ces tontines permettent au couple d'ouvrir un commerce où la femme gère le commerce pendant que le mari fournit le capital. Une partie des gains dérivés de cette activité commerciale est versée dans la tontine, pendant que l'autre partie est partagée entre les époux. Nous voici arrivés au terme de notre capsule sur la vie de couple dans le royaume Bamoun précolonial. Bien que l'homme Bamoun remplit une fonction régulatrice au sein du foyer, l'épouse ou les épouses apportent leur pierre à l'édifice. Ce sont des femmes qui ne reculent pas devant le dur labeur imposé par les activités agricoles. À elles toutes seules, elles portent plusieurs casquettes. Elles sont des mères, des artisanes, parfois même des commerçantes et de ce fait participent activement à l'accroissement des ressources de la maisonnée. La condition inférieure de la femme Bamoun par rapport à l'homme Bamoun est quelque peu palpable. De plus, toutes les femmes Bamoun ne sont pas logées à la même enseigne. Le traitement du mari et de la société à l'endroit de la femme diffère en fonction de son origine sociale, à savoir servile ou noble. Bon, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci de m'avoir suivi. Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Surtout, donnez-moi de la force en partageant la capsule vidéo, en appuyant sur la touche j'aime, en vous abonnant. Mon nom est Lily de la revue des griots. Je vous envoie tout plein d'amour. Ciao.